Donc, on va essayer de détailler un petit peu voilà, comment cette plateforme elle est née, comment elle s'est construite, comment est-ce qu'elle a vécu et par quel levier ben, on a réussi à en faire quelque chose qui a permis de mobiliser un petit peu au niveau régional, notamment sur le premier confinement. Hop, comme tu le disais, il y a eu, là on met des chiffres, mais on va détailler un peu tout ça au fur et à mesure. Depuis le premier confinement, c'est une plateforme qui a reçu plus d'un million de connexions. Il y a un peu plus de 4000 producteurs locaux. Alors là, je parle juste de producteurs qui sont inscrits. Il y a eu plein de retombées presse pendant le confinement et on va voir que ça a eu une importance assez capitale. Il y a eu des relais en social media, en influence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir, puisque là, on est sur une association, enfin, Digital 113 est centré sur l'Occitanie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce qu'on a lancé en Occitanie, on l'a retrouvé dans d'autres régions et même dans d'autres métropoles et dans d'autres territoires au fur et à mesure que la crise a pu avancer. Donc, on trouvait intéressant de partager avec d'autres personnes, voilà, le fait que on a réussi à faire quelque chose un peu avant les autres, qui a répondu à un besoin et que voilà, on a été on a été plutôt en phase avec ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc, on va essayer de détailler un petit peu en fait, concrètement, voilà les clés du projet. Et petit à petit, je vais donner la parole à Ludovic et à Jérémy pour voilà, aborder tous les points et tous les pans du projet qu'on a pu passer au fil du temps. Heu, En sachant que nous, les clés du projet, c'est les 4 points dans lesquels on va rentrer, dans la présentation. Hem et juste, si vous voulez interagir en cours, il y a aucun souci, hein, genre on se coupe, il y a pas de problème. Mais, les 4 clés du projet pour nous, c'est et on va y revenir dans chacune d'elles, c'est d'avoir, pu et su travailler avec les équipes de la région, et de Sud de France, dans une méthodologie qui a été, très agile. C'est un point essentiel. Ça ne veut pas dire une méthodologie bordélique, ça veut dire une méthodologie agile. C'est un point essentiel parce qu'on va voir que sans ça, en fait, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Le deuxième point, c'est la question du time to market, mais en tout cas d'avoir réussi à déployer à un moment idéal un produit qui correspondait aux besoins des gens dans un instant T, et cetera. Et ça, pareil, on va voir un peu l'impact que ça a eu en termes de timing et de trafic sur le site. Pareil, quand on parle d'agilité, et ça, Jérémy y reviendra, on a eu une structure technique qui a eu parce que là, on parle d'un produit web, donc qui a été basé sur un CMS, et cetera. On a dû avoir beaucoup de mouvements et être en capacité, au fil du temps, dans un confinement, d'ajuster la structure aux besoins qu'on avait. Et c'est aussi un projet qui a bénéficié, et ça c'est très important aussi, d'un fort soutien en communication qui lui a permis d'être connu et de recevoir un trafic important. Et ça, Ludovic aussi en parlera, notamment sur l'aspect social media sur la région. Ça a été quelque chose d'hyper important. Donc voilà, donc les clés du projet, donc déjà, la première chose, c'est ce qu'on évoquait, c'est la méthodologie. Alors j'en profite pour dire que là, il y a Jérémy, il y a Ludovic côté région, et il y a moi, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet euh, dès le début en fait, du premier confinement. Côté Wonderful, ça a représenté à peu près, je sais plus, on avait compté entre 15 et 20 personnes, donc c'est quand même, alors pas tout le temps et pas à temps plein, mais à des étapes, ça a mobilisé beaucoup de gens. Et j'ai mis aussi le logo d'OVA parce qu'OVA est un adhérent Digital 113 et c'est aussi l'hébergeur de Wonderful. Et concrètement, ils ont été, et Jérémy va en parler, ils ont été partie prenante dans le fonctionnement du projet. Euh, Sans en faire la promo, c'est aussi un hébergeur qui a pas mal d'engagement au niveau sociétal, etc. Donc c'est un partenaire important et de confiance et qui a démontré toute la relation partenariale durant ce projet-là. Mais donc voilà, c'est une méthodologie qui s'est appuyée en fait sur beaucoup de gens. Côté Wonderful, entre 15 et 20 personnes. Côté région, je ne sais pas, Ludovic, mais je pense que Entre 5 et 10 personnes au quotidien. Ouais. voilà. Ça dépendait des missions, mais en tout cas, c'est ça, c'est entre 5 et 10 personnes entre le social media, la stratégie,
la presse, évidemment. Voilà, en tout cas, au niveau com, on est entre 5 et 10 personnes au quotidien. Donc voilà, ça fait quand même, au final, on parle d'un projet où il y a peut-être 30, 40 personnes qui ont travaillé de manière très régulière dessus. Encore une fois, je le rappelle, mais pendant un confinement, enfin pendant le premier confinement, donc c'était particulier quand même. Donc bon, voilà, c'était quand même un contexte où quand on parle d'agilité, et nous, on a rappelé il y a 12 règles, on va dire, dans les process agiles. Quand on parle d'agilité, c'était essentiel en fait dans cette période-là d'arriver à travailler tous ensemble en fait de manière assez agile. Quand je dis tous ensemble, là je me mets du côté de l'agence, c'est extrêmement rare d'avoir des projets sur lesquels on va dire la connexion et le fonctionnement avec le client étaient aussi combinés, aussi proches. Et du côté de l'agence, très clairement, c'était une vraie condition de réussite. C'était d'avoir, on a eu un client avec la région qui nous a permis d'avoir des échanges extrêmement réguliers, quotidiens, et vraiment d'être embarqué dans les prises de décision, etc. Et c'est c'est aussi une des conditions de l'agilité, ça a été d'avoir vraiment constamment, en tant que prestataire, d'avoir été constamment embarqué dans les différentes histoires et d'avoir pu donner aussi nos insights à toutes les étapes du projet. Et ça, c'était très important. Mais on va voir, et notamment sur la partie de la méthode agile, là où nous, on s'est centré très rapidement, dès en fait le 16 mars, qui était le premier jour du confinement, on s'est centré sur les deux premiers trucs, on va dire, qui sont satisfaire le client et l'utilisateur en priorité, accueillir favorablement les demandes de changement, parce qu'on va le voir, elles ont été très nombreuses, mais c'était normal dans le contexte. Livrer le plus souvent possible des versions opérationnelles, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas une mise en ligne de quelque chose et puis après on attend, mais des mises en ligne très régulières. Bon, ça, on en a parlé, assurer une coopération permanente entre le client et l'équipe projet, ça, c'était une grosse réussite. Bon, des personnes motivées, je pense qu'il n'y avait que ça. La conversation face à face, bon, ça, on n'a pas pu l'anglais, mais voilà, on était vraiment sur les 4 premiers points qui ont été essentiels pour faire que ce projet fonctionne. Et en fait, l'illustration, et ça, on va y revenir, c'est qu'on a eu plein de versions de ce site. Il y a eu plein de versions, et c'est là où je disais livrer des versions opérationnelles de manière très régulière. Je pense que Jérémy, il aura peut-être le compte, il nous dira peut-être le nombre de versions qu'on a mis en ligne, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de mises en ligne. Et en fait, ça a été un enjeu très important sur le délai de mise en ligne. C'est-à-dire que je crois qu'on a commencé le projet le mardi 17, et en fait, le lundi 23, on avait quelque chose, ou même peut-être le vendredi, on avait quelque chose qui était déjà en ligne et qui permettait de lancer le projet. C'était la V1, donc c'était la base. L'enjeu, c'était vraiment de la déployer le plus rapidement possible, et elle devait permettre en fait aux producteurs de s'inscrire sur la plateforme, puisque l'enjeu de la plateforme, c'était de construire un lien entre les producteurs et les consommateurs. Donc déjà, il fallait qu'on embase des producteurs, et donc on a sorti très vite un formulaire alors on aurait pu travailler sur du Google Form, etc., mais l'idée, c'était qu'on avait déjà la V1.2, on va dire, en tête. Donc en fait, on avait tout construit déjà sur un socle technique. Et donc ça a été de pouvoir sortir, l'enjeu, c'était de pouvoir sortir très rapidement quelque chose qui après a été 2-3 jours après, je crois, après un week-end concrètement, a été augmenté d'une V1.2, où là, il y avait non seulement en fait les producteurs inscrits, mais aussi les producteurs qui s'affichaient, enfin les producteurs pouvaient s'inscrire, mais aussi ils étaient affichés sur une carte. Et donc là, c'était en gros, il y avait la V1 qui était vraiment l'embasement pour les producteurs, et la V1.2 qui était la première version pour les citoyens, donc qui leur permettait d'avoir accès aux producteurs qui s'étaient inscrits et qui pratiquaient de la livraison autour de chez eux. Ça, c'était un point important, c'est-à-dire que la région avait souhaité référencer des producteurs qui pratiquaient des livraisons, donc pas tous les producteurs qui avaient, parce qu'on était dans un contexte de confinement strict, et ils ne souhaitaient pas encourager les gens à sortir de chez eux. Donc ils préféraient, voilà, et on va voir que ça a eu des conséquences, puisque par la suite,
la région a mis en place des subventions pour aider à la livraison, des choses comme ça. En fait, voilà, on a eu un enjeu très rapidement de sortir ça et concrètement, ça a été fait, je crois, à peu près une semaine. Et après, l'illustration de cette méthode, ça a été, en fait, voilà, il y a eu plein de versions qui sont sorties au fur et à mesure. Il y a eu une V2, on va dire, qui a revu un peu le design. Là, c'était en gros quand on a un petit peu soufflé, et qu'on s'est dit: «OK, on va prendre un peu de recul, on va un peu reposer les choses» parce qu'on avait fait ça très, très vite. On va essayer de reposer le design, de revoir le style de la carte, de rajouter des éléments en termes d'UX qui pouvaient manquer. D'intégrer les Heu, restaurateurs aussi. D'intégrer les restaurateurs exactement et d'ailleurs la V2, je crois Ludovic aussi, elle nous a aussi permis de prendre en compte des retours qu'on avait sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou quoi, les commentaires, C'est ça. voilà, les gens nous disaient: «Ça marche pas ci, ça marche pas ça». OK, on l'intégrait à la V2 et ainsi de suite. Il y a eu une V3 qui a été plutôt orientée B2B, donc qui elle permettait en fait de faire le lien entre des producteurs inscrits et des distributeurs, donc des Casino, des Leclerc, enfin peu importe, des grosses ou des petites enseignes, mais des gens en tout cas qui avaient besoin d'un certain nombre de kilos de fruits et légumes, de choses comme ça. Et après, je crois que pendant le confinement, il y a eu une V4 qui a été, orientée aussi sur l'accessibilité. Heu, Ça aussi, il y a eu beaucoup de facettes dans le projet, mais au tout début, en fait, quand on a lancé la plateforme, il y a eu des personnes, en situation de handicap, notamment visuel, qui nous ont contactés pour nous dire, il y a quand même enfin, qui ont contacté la région pour être précis, pour leur dire il y avait quand même un souci, c'était qu'on n'arrivait pas les personnes en situation de handicap n'arrivaient pas à avoir toutes les infos via la carte. Donc il a fallu travailler sur l'accessibilité, faire en sorte que notamment via des vues listes, que la carte puisse se refléter aussi sur une approche plus, textuelle, on va dire. Heu, donc voilà, en fait, sans rentrer dans tous les détails des versions parce que je pense qu'il y en a encore d'autres qui sont arrivés derrière, mais ça a été vraiment c'était pour illustrer ce truc de on livre régulièrement des choses et petit à petit, en fait, on rajoute des briques, qu'elles soient, fonctionnelles ou des briques d'interface pures et dures et cetera, pour, dans un contexte où, on mettait en ligne tous les 2 jours, satisfaire aux nouveaux besoins, Mmh. satisfaire aux nouveaux projets. Il y a eu aussi plein de gens à la région qui ont voulu rajouter des choses parce que, notamment dans les services de l'agriculture, c'est normal parce qu'ils avaient aussi des insights de la part des producteurs, de rajouter ci, donc bon, ça a été un projet très mouvant, et c'est pour ça que si la méthode n'était pas cette méthode très agile de mettre en ligne de manière très régulière et d'accueillir favorablement les changements et cetera, on s'en serait pas sorti concrètement et enfin, on s'en serait sorti, mais on aurait mis en ligne, 1 mois après le début du confinement, quoi. Donc voilà, le 1er truc, c'était déjà la méthode vraiment, et tout ce qu'on va dire par la suite, est conditionné de toute façon par le fait avoir eu cette méthode de travail, qui nous permettait en fait d'avancer très, très vite, et de mettre en ligne de manière régulière des évolutions et en fait d'avoir une plateforme vivante qui s'adaptait aux besoins. Mais il y a quand même, à travers cette méthode, un truc que j'ai un peu évoqué, qui était vraiment hyper important, c'était qu'on répondait à un besoin, urgent. C'était voilà, il y a des gens, ils sont confinés chez eux. Il y a eu aussi toute une volonté à ce moment-là de manger local, parce que, reconnexion enfin, on avait dans les médias, des discours sur la reconnexion à la nature, il y avait aussi des producteurs qui étaient concrètement très embêtés parce que, ils avaient notamment dans la région plein de productions qu'ils avaient du mal à écouler, enfin qu'ils sentaient qu'ils allaient avoir du mal à écouler. Donc il y avait un besoin urgent qui était, s'alimenter local, aider les producteurs, et cette méthode nous a permis d'y répondre très rapidement, et de répondre aux 2 besoins. Donc un besoin citoyen, on avait une double cible. Le besoin des citoyens, c'était, de trouver des gens chez qui je peux aller chercher à manger, concrètement, ou enfin de qui je pouvais me faire livrer à manger et d'aider des producteurs qui, eux, voilà, avaient besoin aussi d'être rassurés et d'écouler leur stock concrètement, de production. Et en fait, il y avait un enjeu quand même en termes d'expérience utilisateur qui avait été et même de projet global, c'était d'arriver à la fois à faire quelque chose qui puisse parler aux producteurs, et à la fois à faire quelque chose qui puisse parler aux citoyens. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un enjeu sur les tout premiers lots et sur la rapidité de déploiement en fait de ce projet. C'était que, en gros, on avait besoin, ce que je disais tout à l'heure, déjà avant d'ouvrir un truc et de se précipiter,
d'Embasé du citoyen. Et donc c'est la première version qu'on a sortie. On l'a sortie le vendredi, je crois, juste avant le week-end, justement pour bénéficier de l'effet week-end, sur les inscriptions. Mhm. Donc, en gros, on a été confinés le mardi 17. Nous, on a bossé avec la région le 17, le 18, le 19 pour que le 20, il y ait quelque chose qui soit sorti en ligne, permettant aux producteurs de s'inscrire. Et là, en fait, sur le week-end et au moment du lancement, il y a eu de l'emailing de la part de la base de données Sud-de-France, de la région. Enfin, la région a poussé On a l'embasement auprès des sorti les producteurs. Nicolas aussi, on a sorti les premières communications aussi digitales Exact. axées aux producteurs sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, C'est vrai. sur du display aussi, pour justement, en plus des newsletters et des bases de données qu'on a déjà, d'embaser d'autres personnes et de pouvoir déjà, il y avait un double enjeu, c'était de montrer aux producteurs qu'on les avait écoutés et qu'on mettait en place un outil permettant de répondre à leurs besoins. Et le deuxième enjeu, c'était le lundi de pouvoir offrir aux citoyens la fameuse carte dont on a parlé il y a quelques minutes, avec déjà des producteurs inscrits et présents sur la carte. Ouais. Et en fait, ce qui a été, intéressant, très vite, toutes ces coms, en fait, elles ont permis effectivement d'avoir des inscrits. Je me rappelle plus exactement le premier week-end, mais on regardait les chiffres et on s'est dit, «Ah, c'est en train de prendre». Ce qui a été intéressant, c'est, alors là, les chiffres que je vous montre, c'est des chiffres à un instant T qui sont plus les chiffres d'aujourd'hui. Mais c'est qu'en fait, on s'est rendu compte et ça, on a été très attentif à faire en sorte qu'il y ait, une représentativité régionale des inscriptions de producteurs. C'est-à-dire qu'en gros, vu qu'on lançait un service au niveau régional qui avait vocation et c'était important pour la région que tous les citoyens puissent s'y retrouver, puissent obtenir des solutions, ben, on faisait attention à ce qu'en gros, il y ait des inscrits un peu partout, quoi. Et qu'il y ait pas des départements qui soient laissés pour compte parce qu'il y a moins de producteurs ou des choses comme ça. Donc il y avait quand même des territoires et c'est normal, je crois que les deux gros territoires qui ont été inscrits, c'est autour de Toulouse et de Montpellier. Mais Mhm. petit à petit, on a vu quand même que, bah, il y avait des inscrits un peu partout dans la région et ça, c'était un truc hyper important. Et en On a fait, voilà. adapté la stratégie aussi justement pour pouvoir aller toucher les territoires qui n'étaient pas vraiment représentatifs à l'instant T. Là, par exemple, même si je prends l'exemple de la Lozère avec Mende, même Mmh. si c'est des départements qui est évidemment bien moins peuplé que Montpellier, que l'Hérault ou que la Haute-Garonne, il n'empêche que on a pas mal de producteurs en Lozère et donc on se devait aussi de les toucher via la communication. D'où une communication territorialisée sur ce projet. Ouais, je crois que tu me contredis, mais je crois que du coup, en fonction de comment les inscriptions de producteurs évoluaient, vous ajustiez aussi les pushs, digitaux, en fonction des départements, non? C'est ça, exact. Donc voilà, très vite, en fait, il y a eu cette carte qui a été lancée, pour embaser des producteurs. Bon, il y avait quand même aussi un enjeu, c'était quand même d'éviter qu'il y ait d'autres gens qui le fassent avant nous, quoi. Donc ça, c'était aussi, donc on a été en gros les premiers à lancer un truc qui permettait aux producteurs de s'inscrire et de potentiellement bénéficier de visibilité, et cetera. Et en fait, dans le week-end, ça a pas mal pris. Je me souviens plus exactement des chiffres à la fin du premier week-end, mais il y avait déjà, pas mal d'inscriptions. Donc là, dès le lundi, ouverture d'une page, orientée citoyen avec une carte, qui représente les producteurs inscrits. Alors ça va faire, sourire Jérémy, ça va lui rappeler des souvenirs, mais pour l'anecdote, ce lundi-là, en fait et globalement, je crois que sur la première semaine, il fallait savoir que la carte n'était pas automatisée. C'est-à-dire que vu qu'on était un peu dans le feu, les gens s'inscrivaient et ne remontaient pas automatiquement sur la carte. Il y avait des actions manuelles qui devaient s'opérer. Donc c'était sport. Mais en tout cas, dès le lundi, il y avait des gens enfin, il y avait une carte avec des producteurs inscrits qui apparaissaient et je crois que toutes les demi-journées, on mettait à jour ou même toutes les 2 heures, on mettait à jour les données sur la carte. Et donc en fait, en gros, ça veut dire qu'en moins d'une semaine, la région, en fait, a déployé, un site sur lequel, des producteurs qui pratiquaient la livraison s'étaient inscrits.
et il y en avait un certain nombre qui justifiaient du coup l'ouverture de ce site. On était au-delà des 1000 et ça a été fait en moins d'une semaine. Donc là, on se dit, enfin, c'était quand même un gros truc, quoi. C'est-à-dire que le mardi matin, le mardi 17, personne ne savait ce qu'on allait faire. Et le lundi 23, il y avait un truc en ligne avec une carte qui référençait plus de 1000 producteurs qui pratiquaient la livraison en Occitanie. Donc, enfin, c'était quand même, ça a été quand même très rapide. Et en réalité, s'il n'y avait pas eu cette rapidité-là, on aurait probablement un peu raté le coche parce que très rapidement, quand même, il y a eu d'autres territoires qui l'ont fait. Pas forcément sous la forme d'un site, mais sous la forme de cartes qu'ils envoyaient ou par les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et donc, en fait, là où pour nous, ça a été hyper important de déployer vite, c'est que ça a aussi permis dans tous les aspects relations presse, et on va le voir tout à l'heure, ça nous a permis en fait d'être cités par un certain nombre de médias comme une des initiatives encourageant le circuit court, à un moment où en fait il y avait pas mal de sujets dans les médias qui parlaient de ça. Et ça nous a permis en fait d'avoir une genre de vague de notoriété, entre guillemets, une vague de trafic qui nous a pas mal servi. Et si on n'avait pas eu cette rapidité de déploiement, probablement qu'on aurait raté on aurait raté, le bon lancement, quoi. Donc, cette rapidité de déploiement et le fait d'avoir eu des lots comme ça qu'on sortait régulièrement a été un truc vraiment très important. Et après, vous voyez, en fait, on a allongé petit à petit, et ça c'est normal, on a allongé après les itérations, c'est-à-dire que en fait, la première version, on l'a sortie en 3 jours. La version 1.2, on a repris 3 jours on avait travaillé sur le week-end, en fait. Et après, par contre, on était plus sur des semaines après semaine, parce qu'on, même si par moment, il y avait des petites correctifs qui étaient poussés, mais globalement, on était sur des versions qui prenaient 1 ou 2 semaines, mais quand même, voilà, qui restaient dans un cycle itératif. Et en fait, juste pour illustrer, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est les courbes, on va dire, sur le premier confinement. Donc, c'est la courbe sur la courbe bleue, c'est les visites, les pics de visites par jour. Et la courbe rouge, c'est le cumul des producteurs inscrits. Et donc, on voit voilà, le 29 mars, donc là, il y a la première colonne, c'est les 2 premières semaines du confinement. Et en fait, bon, on voit que c'est là où il y a une énorme pic de visites. Et c'est aussi là où concrètement la communauté entre guillemets de producteurs, elle s'est construite. C'est vraiment sur les 2 premières semaines. Et en fait, nous, quand on a calculé, 50% de l'activité sur le confinement qui a duré, je crois, 2 mois, 50% du trafic, on l'a récolté sur la première semaine. Et sur la première semaine, voilà, il y a 3200 producteurs. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, enfin voilà, la semaine du lancement, une semaine après le début du confinement, donc la semaine du 23 au 30, on a récolté 50% du trafic, parce que c'est aussi là où on a récupéré toutes les relations presse, tous les effets médias de la région, etc. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment que c'était une étape hyper importante de sortir le plus vite possible, parce que moi, je pense que si on n'avait pas sorti le plus vite possible, on aurait raté cet effet-là de la fin du mois de mars qui nous a été bénéfique. Donc le truc, c'est que, et en fait, voilà, en fait, 50% de l'activité, alors on a fait plein de versions. Aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être à la version 12 ou 13, j'en sais rien, mais en fait, 50% de l'activité, elle a vu la version 1.2, qui est la version de laquelle on est le moins fier d'une certaine manière, quoi. Donc, enfin, le moins fier, voilà, la moins aboutie, on va dire, celle qui a été sortie le plus dans l'urgence, quoi. Mais donc voilà, c'est une temporalité qui a été hyper importante. Et là, je vais laisser la parole à Jérémy parce que du coup, en fait, la temporalité et cette vague de trafic qu'on a pris là et on voit notamment là, le pic bleu, là, je sais pas de quelle date exactement c'est, ça a quand même eu, enfin concrètement, on s'y attendait pas tout à fait. On s'attendait à ce que voilà, il y avait quand même beaucoup de push en termes de com, donc on s'attendait à ce qu'il y ait du trafic, mais peut-être pas à des jours avec des pics aussi importants. Donc, c'est pour ça que je citais l'hébergeur au début et que Jérémy va nous en parler, parce que ça a eu des impacts techniques qui sont quand même qui ont été assez forts et qui ont dépassé les simples évolutions fonctionnelles. Il y a eu des vrais sujets sur la stabilité en termes d'hébergement, etc. Donc, c'est pour ça que je parle de structure technique agile et que Jérémy va nous en parler. Je ne sais
pas si ton micro est ouvert. Ouais, Merci Nicolas, bonjour à tous. Effectivement, c'était un projet pour nous qui a été un peu extraordinaire, un peu hors du commun par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Nicolas l'a bien expliqué, c'est quelque chose, voilà, un projet sur lequel il a fallu réagir très vite. Et réagir très vite dans la technique, dans un projet qu'on construit de zéro, vous doutez bien que ce n'est pas forcément l'état de l'art. Et là, pour autant, premier objectif, une première version exploitable pour les producteurs du jeudi pour le vendredi en ce qui concerne la tech, parce que si je mets de côté les discussions qui ont été faites avant. Et dans des temporalités comme ça, bien que le site, par exemple, le projet en lui-même mériterait l'état de l'art du moment, impossible de faire du dev sur mesure. C'était juste une solution éliminatoire sur un timing aussi serré. Donc, on a fait un petit peu pas du recyclage, mais on a fait ce qu'on avait. Et il faut savoir que chez Wonderful, on a une façon de travailler en technique basée sur la capitalisation, où on essaye de devenir éditeur finalement de nos propres briques fonctionnelles. Donc, par rapport à l'ensemble des besoins qu'on adresse pour nos clients habituellement, il faut savoir qu'on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont prêtes à l'emploi et à être déployées rapidement. Et c'est concrètement ce qui nous a sauvés sur ce projet-là. On a fait du Lego. On a pris, par exemple, pour les producteurs, un plugin qu'on maîtrise bien, qui est installé chez nombre de nos clients, qui est Plugin Contact. Et ce plugin Contact-là nous a permis de faire office, finalement, de formulaire d'inscription pour les producteurs. Alors que sur un projet, voilà, si on l'avait pris comme quelque chose qu'il faut construire sur du plus long terme, on aurait probablement codé du sur-mesure, tout un écosystème producteur avec gestion des inscriptions, gestion de compte, etc. Mais là, c'était intenable sur un délai pareil. Donc, on a fait un peu de recyclage. On est plutôt parti sur le plugin Contact et ça a eu le mérite d'avoir un formulaire en ligne dès le vendredi, quoi. Ensuite, suite à l'inscription des producteurs, le but du jeu, bien sûr, c'est de les restituer sur une carto. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a en stock. On a dans notre stock fonctionnel un plugin de cartographie qui nous permet de générer des fonds de cartes, des collections de points et de pouvoir administrer des points. Pour autant, ces deux plugins-là, d'habitude, ils ne se parlent pas vraiment. On a un contact d'un côté, c'est juste pour que le client puisse récolter les formulaires de contact qui sont envoyés par les utilisateurs sur le web. Et en ce qui concerne la carto, c'est plus pour permettre à nos clients d'administrer des points eux-mêmes à la main et de les restituer, voilà, d'afficher ces points après sur la carte pour les utilisateurs du site. Donc, on n'est pas vraiment exactement dans le cas de figure qu'on essaie d'adresser là. Mais c'est notre façon de travailler chez Wonderful, c'est-à-dire on est éditeur de nos solutions et ce qu'on fait après pour nos clients, c'est justement toute la partie développement sur mesure pour là, en l'occurrence, dans ce projet-là, mettre les deux plugins en relation. Et on s'est concentré uniquement sur le cœur de la fonctionnalité, voilà, inscription, restitution. Et le reste est venu après au fur et à mesure, grâce notamment à un process qu'on appelle intégration continue, qui en technique nous permet en fait d'automatiser les déploiements sur les environnements de pré-prod d'un côté puis de production de l'autre. Et donc faire des livraisons les plus fréquentes possibles et les plus petites possibles. Donc voilà, on s'est concentré, enfin, ça nous a permis ce savoir-faire-là sur les technos qu'on maîtrise habituellement, de pouvoir livrer le plus rapidement possible les fonctionnalités que Nicolas a regroupé dans des versions. Mais même pour nous, au niveau de la technique, il n'y avait même pas de version, en fait. C'était des fonctionnalités qui étaient poussées en continu une fois qu'elles étaient prêtes, poussées sur les environnements de test de pré-production pour voir si tout allait bien. Et une fois qu'elles étaient approuvées, par ricochet, déployées sur la prod ensuite. Voilà. Tu veux bien passer à la slide d'après, Nicolas, s'il te plaît. Voilà, donc concrètement, ces trois briques-là, nous, c'est nos briques Lego de base sur lesquelles on vient construire après en spécifique pour les clients, quoi. L'avantage du plugin Contact, c'est qu'il permet à un administrateur de site de ne pas passer par du code pour créer des formulaires. Et des formulaires, il y en a beaucoup sur le site là, de Tous Occitarien. Il y a le formulaire d'inscription producteur, le formulaire d'inscription restaurateur. On a eu des formulaires B2B, on a eu des formulaires de demande de subvention, etc. Et ces formulaires-là,
c'est pareil, le fait de ne pas passer par la tech, de ne pas passer par le développement sur mesure et d'avoir cette brique-là de générateur de formulaires sous la main, ça nous a permis à la fois de garder une certaine agilité, d'être réactif sur les demandes, de pouvoir créer des formulaires plus rapidement, de mieux maîtriser nos ressources d'équipe aussi, parce que le temps de la tech est précieux, alors qu'on a des gens qui savent on a plus de gens, si vous voulez, qui savent se servir d'un back-office et qui savent administrer des choses dans une interface dédiée que de gens qui savent coder chez Wonderful. Donc, ça nous a permis aussi d'être plus agile sur les ressources, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, pour la migration, comme je vous disais tout à l'heure, Contact et Map, d'habitude, ils ne se parlent absolument pas. Ils adressent deux besoins qui sont complètement différents. Et là, sur ce site-là, on a imaginé une passerelle entre les deux qui nous permettait de transformer des messages de contact en points sur la carte, en respectant les formats de données d'un plugin d'un côté, de l'autre, la map. Et on a automatisé ça au fur et à mesure. Comme disait Nicolas au début, on le faisait de manière manuelle, et après on a réussi à l'automatiser, à le faire tourner toutes les heures, puis toutes les 30 minutes, pour que les producteurs qui s'inscrivent très rapidement puissent avoir le retour visuel comme quoi ils étaient bien inscrits sur la carte et s'assurer qu'ils remontaient correctement, quoi. Voilà. Et on n'avait pas de gestion de compte. Donc, on a utilisé un autre plugin qu'on a sous la main, qui est notre plugin de gestion des données personnelles, qui permet, à partir d'un email donné, de remonter toutes les données personnelles qui sont présentes sur un site. Et on l'a mis en place ici aussi. Ça a permis, ce plugin-là, typiquement, il permettait de retrouver tous les messages de contact laissés par les producteurs et de pouvoir les supprimer, les corriger, pour pouvoir, après, une fois que la routine de migration de contact vers map tournait dans l'heure d'après, par ricochet, mettre à jour la carte aussi, quoi. Voilà. Voilà, donc on s'est concentré sur la réactivité, on a fait au plus vite possible, et tous nos esprits finalement étaient concentrés sur l'aspect fonctionnel des choses, sur la technique, sur lancer les fonctionnalités, permettre de s'inscrire, permettre de voir les points sur la carte. Mais un truc qu'on n'avait pas vraiment anticipé, c'est la vague que ça allait générer en termes de visites. Et ça a été concrètement pour nous un carton d'audience qu'on n'avait jamais vu. On a plusieurs serveurs dédiés chez Wonderful, mais il y en a un qui est particulièrement actif en ce moment, celui sur lequel on met les sites récents qu'on sort en ce moment. Donc c'est sur celui-là qu'on a installé Tous Occitariens. Et concrètement, on a reçu un trafic tel que notre serveur n'avait pas du tout les capacités de gérer ça. Et c'est pour ça qu'on a dû appeler OVA, notre hébergeur attitré, pour nous aider sur ces problématiques-là, qui sont des problématiques que nous, on n'a pas vraiment l'habitude de gérer. Pour vous faire un ordre de grandeur, on a à peu près 75% de nos sites actifs qui sont sur ce serveur-là. L'ensemble de tous nos clients, de tous nos sites, le serveur arrive à les faire tourner tranquillement de manière habituelle. Et le fait d'avoir introduit Tous Occitariens sur ce serveur-là a fait fondre les ressources du serveur et a multiplié le trafic que représente 75% de nos clients par 4. Donc ça, c'est vraiment un ordre de grandeur qui nous... voilà, une augmentation de trafic d'un coup de 400% par rapport à ce qu'on a l'habitude de gérer. Forcément, ça ne se gère pas à l'improviste. Donc, on a dû demander de l'aide des spécialistes qui nous ont aidés. Ils ont reconfiguré, ils ont isolé cet environnement-là, ils l'ont reconfiguré avec des ressources plus adaptées, notamment multipliées par 4. Et en plus, ils ont eu le geste citoyen de dire, puisque c'était un outil d'utilité publique, puisque c'était un outil citoyen, ils nous ont offert le surcoût de ressources pendant le confinement. Voilà. Donc, sans eux, concrètement, le serveur aurait fondu et on aurait été victime de notre succès et on n'aurait pas été capable de maintenir la qualité de service dans le temps. Donc, merci aussi pour leur réactivité. Mais ça, ce n'est pas le seul problème qu'on a eu. On a eu un second problème, c'est notre moteur de carto. Comme je vous ai dit, on l'avait en stock et notre moteur de cartographie, il est géré par Google Maps. C'est un moteur Google Maps avec un serveur de tuiles Google Maps aussi. Et Google Maps, je ne sais pas si vous savez, mais il fonctionne c'est devenu payant il y a 2 ans, je dirais maintenant.
Il fonctionne au quota. C'est au nombre de requêtes sur l'ensemble de nos cartographies. Et là, c'est pareil. Sur l'ensemble de nos clients, à chaque fois qu'on installe de la carto Google Maps sur nos clients, l'ensemble du trafic de tous nos clients représente un quota qui est considéré par Google comme gratuit. Et là, le fait d'introduire tous Occitarien, en un week-end, on a eu 1 000 € de facturation, 3 000 € de facturation sur la première semaine, 6 000 sur les 2 semaines. Donc, vous voyez, en fait, on voyait la facturation monter. On s'est dit, il faut absolument qu'on réagisse, il faut faire quelque chose parce que sinon, on va se retrouver avec une facture de cartographie monstrueuse qui, en fait, aura annulé tout le but, enfin, tout le bénéfice de monter un projet comme ça. Donc, il a fallu réagir. Et pour réagir, on a changé de moteur de carto. On est passé de Google Maps à OpenStreetMap. Sauf qu'une solution cartographique, c'est toujours en 2 étapes. Il y a le moteur de carto d'un côté, le serveur de tuiles, c'est-à-dire les fonds de cartes, les visuels des fonds de cartes de l'autre. Et quand on passe sur OpenStreetMap, on peut demander à avoir des fonds de cartes OpenStreetMap, qui sont des fonds de cartes open source. Sauf qu'avec un trafic pareil, OpenStreetMap nous a raison dit qu'ils étaient dans l'incapacité de nous fournir des tuiles avec un taux de fréquentation pareil, quoi. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution aussi pour les fonds de cartes. Et cette solution est venue de Wimap. On a discuté avec eux et ils nous ont offert aussi à Geste Citoyen les fonds de carto que vous voyez actuellement sur le site. Voilà. Donc, certes, des enjeux de réactivité, mais aussi des enjeux de scalabilité technique qu'on n'avait jamais vu auparavant, quoi. Et merci donc à ces 2 partenaires-là qui nous ont permis de passer cette vague et de maintenir le service. Donc voilà, sur la partie technique, merci Jérémy. Et après, il y a eu un quatrième pan sur lequel, là, on a beaucoup parlé du produit en fait et de la méthode dont on l'a déployé et de son socle technique. Mais il a aussi quand même beaucoup reposé sur de la com, quoi, sur le fait de pouvoir en parler. Et en fait, on va détailler un peu ce qui s'est passé, même si c'est pas exhaustif, mais sur le premier confinement, il y a eu plus de 600 000 connexions vérifiées. Des connexions vérifiées, c'est des connexions, opt-in cookie. Donc, c'est des connexions sur lesquelles on est sûr que les gens ils ont accepté le cookie Google Analytics, etc. Donc, en réalité, il y en a eu plus que ça, mais difficile à identifier clairement. Il y avait 50%, et Ludovic va un peu nous en parler, qui viennent des réseaux sociaux. Donc, c'est colossal. Ça vient à la fois des campagnes région et à la fois des gens qui juste en parlaient sur leurs réseaux sociaux. Ça a été un trafic aussi extrêmement mobile. Bon, c'est pas très, très surprenant aujourd'hui, mais quand même à des proportions importantes, c'est-à-dire 80%. Bon, voilà, c'était aussi à étudier sur la consommation d'une carte en mobile. C'était pas toujours le plus, en termes d'expérience, c'est pas toujours le plus pratique, etc. 85% du trafic vient de la région. Donc, bon, voilà, c'était pas des bots en Russie qui se connectaient massivement, ça venait d'ici, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, je ne me rappelle jamais des chiffres, mais je crois que dans la région, il y a à peu près 4000 communes. Et en fait, on avait au moins un utilisateur connecté dans 2000 communes de la région. Donc, ça veut dire qu'il y avait 50% du territoire qui avait été couvert en termes de connexion. Après, il faudrait le pondérer en fonction de la population, etc. Mais il y avait cet enjeu, voilà, d'être vraiment visible partout et de servir tout le territoire. Et donc ça a été fait. Il y a juste un point qui est intéressant. Nous, souvent, on essaie de regarder avec certains de nos clients l'impact du média traditionnel sur le trafic web. C'est très variable en fonction des messages, etc. Mais là, il y a eu des actions qui ont été faites en médias traditionnels, en télé locale, en affichage, en PQR, des choses comme ça. Et on n'a jamais détecté le moindre pic où il devait y en avoir un petit peu, mais c'était tellement pris tellement contrebalancé, on va dire, par les sources de trafic digital qu'en fait, on ne les voyait pas. Donc, on a eu vraiment, on était aussi dans un moment où les gens étaient fortement sur leurs outils numériques. Donc c'était beaucoup, voilà, ils n'avaient pas besoin des médias traditionnels, on va dire, pour avoir du push vers le site.
Donc, on a eu très, très peu d'impact de ces éléments-là. Des visites quand même. Alors, l'usage principal de la plateforme, ça a été quand même, je viens, je fais un bon gros tour sur la carte. J'identifie les producteurs autour de chez moi et je m'en vais et je reviens plus. Ça a été parce que voilà, j'ai regardé les gens qui avaient autour de chez moi, j'y suis allé, je les ai appelés. Et en fait, nous, on connaît quelques personnes ici qui ont eu voilà, qui en fait ont noué une relation de consommation avec un des producteurs et ils n'ont pas changé. Donc en fait, après, au final, c'était un outil qui avait un usage très unique, quoi. Il fallait que je trouve le besoin, c'était trouver des gens autour de chez moi qui pratiquent la livraison. Donc il n'y avait pas d'enjeu particulier de récurrence. Pour l'info, juste dans le futur, après, on a développé une fonctionnalité juste d'alerte. C'est-à-dire, si je viens et qu'il n'y a pas de producteur autour de chez moi, je peux m'inscrire pour recevoir si jamais il y en a un qui s'inscrit autour de chez moi, recevoir un email qui me dit il y a un nouveau producteur inscrit autour de chez toi. Mais voilà, il y a eu donc un usage très mobile, avec principalement qui vient du social et en fait qui vient une fois, qui prend les infos et puis qui ne revient plus. Ce qui peut-être a aussi eu cet impact sur la courbe de trafic, d'avoir un pic et puis après d'avoir plus forcément le pic parce qu'en fait les gens étaient venus chercher l'info et l'ont vu. Donc juste il y a eu pas mal de relais sur les RS, mais Ludovic, tu peux en parler mieux que moi. Ouais, du coup là voilà, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les toutes premières coms qu'on a sorties très rapidement, du coup, puisque en 3 jours il fallait qu'on communique. La première à gauche étant celle liée aux producteurs et aux commerçants, puisqu'on parle de producteurs depuis tout à l'heure, mais on a également ouvert la plateforme aux commerçants d'alimentation. Donc voilà, producteurs et commerçants d'un côté, on a lancé le vendredi, et du coup ça a tourné sur le week-end. Et ensuite, lundi, mardi, la première communication qui est sortie envers les particuliers. En fait, ça a reposé sur plusieurs leviers de communication, ce qui explique aussi pourquoi on a 50% de com provenant du social. Évidemment, tout ce qui est achat, stratégie, donc là, on a utilisé les leviers traditionnels, ça va être Facebook, Instagram notamment, et d'autres, mais en tout cas Facebook, Instagram en priorité. Et ensuite, nous, on a aussi tout un écosystème régional de communication, notamment sur les réseaux sociaux, et sur lesquels en fait on s'appuie énormément, puisqu'on va avoir les pages régions qui sont présentes sur l'intégralité quasiment des réseaux sociaux. On a également les maisons de région, puisque les maisons de région, ce sont un petit peu on va dire, c'est la région sur les territoires. Et on a en plus la page Sud de France, les réseaux sociaux Sud de France. Sud de France étant, pour ceux qui ne le savent pas autour de cette table ou de cet écran, si on peut dire, la marque des produits de la région, et en gros, c'est 11 000 produits référencés par cette marque-là. Et donc, on s'est appuyé sur l'intégralité de cet écosystème-là, et en plus, on a rajouté une brique stratégie média sur les réseaux sociaux, via des newsletters, via du display également, dont je parlais tout à l'heure, via même du Google Ads, justement pour pousser les producteurs dans un premier temps, producteurs commerçants, puis restaurateurs, je l'ai indiqué tout à l'heure, puisqu'on a eu en fait une vraie demande de la part des restaurateurs d'être présents sur la plateforme. Donc d'un côté, et de l'autre côté, voilà, accès aussi consommateur, puisque comme l'indiquait Nicolas au tout début, le besoin premier de cette plateforme, ça a été d'un côté de répondre à la demande des producteurs qui nous disaient en fait nos productions sont en train de se perdre et de pourrir sur pied. Tous nos débouchés ou quasiment tous sont terminés, puisqu'en fait tout le CHR, donc c'est-à-dire l'hôtellerie-restauration, ça a fermé. Les grandes surfaces, en règle générale, ne travaillent pas vraiment avec les produits locaux,
Du coup, en fait, ils avaient tout sur pied et d'un côté, les consommateurs qui disaient « nous, on veut manger plus local ». Et d'ailleurs, on avait fait une étude il y a quelques mois auparavant avec une grande étude au niveau régional. 100 000 citoyens d'Occitanie ont participé, qui indiquaient clairement qu'ils voulaient manger plus local, notamment si c'était plus identifié. Donc voilà, on avait ce double enjeu-là, d'où la création de cette plateforme qui a dû être déployée très très rapidement. Et pour continuer sur la communication, en fait, la communication était liée également à ces différentes versions dont a parlé Nicolas et dont on parlait Jérémy également, puisqu'en fait, nous, la base était de créer cette plateforme, comme je vous le disais, pour répondre à ces doubles enjeux, mais petit à petit, plusieurs directions chez nous ont demandé des améliorations. Le cabinet également a demandé d'intégrer telle ou telle amélioration, tel ou tel public en plus, d'où, par exemple, on parlait tout à l'heure de B2B, avec la grande distribution qui a demandé également à être présente pour pouvoir créer une plateforme bis, entre guillemets, de mise en relation entre ces producteurs qui avaient à vendre des produits et les grandes et moyennes surfaces qui, elles, n'avaient peut-être plus les approvisionnements classiques, entre guillemets. Et les restaurateurs derrière, voilà, tout un tas en fait, de demandes qui ont eu un impact sur l'évolution de la plateforme, mais également sur l'évolution de la communication, puisqu'on a dû suivre, justement ces évolutions. Et le plus gros impact qu'il y a eu sur la communication et sur les évolutions de la plateforme, ça a été évidemment les retours des commentaires sur les réseaux sociaux, des retours sur les newsletters, tout un tas de feedback qu'on a eu de la part des utilisateurs même de la plateforme, que ce soit du côté pro, du côté consommateur, et qui justement ont donné toutes ces évolutions dont on a parlé. Et juste sur au-delà des RS, il y a eu pas mal d'influenceurs aussi qui ont parlé de la plateforme. Ça a été un truc aussi, l'enjeu pour nous, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas que la région, entre guillemets, qui parle du sujet, mais qu'il y ait aussi toute une sphère RP et influenceurs. Donc, au niveau régional, il y a eu un peu plus d'une vingtaine d'influenceurs mobilisés sans rémunération, ça c'est important, qui en ont parlé de manière proactive. On leur a donné les éléments et concrètement, ils n'avaient rien à y gagner. Ils n'ont pas reçu de produits ou quoi que ce soit pendant le confinement. Et comme je disais, il y a eu aussi des RP. Alors, il y en a eu un certain nombre au début, forcément assez local, et puis après, il y en a eu un peu sur des médias un peu plus nationaux. Et ça, c'était aussi une source de trafic assez importante parce que je ne me souviens plus, mais quand le Midi Libre ou quand même l'Indépendant ou la Dépêche met un lien vers la plateforme pendant le confinement, généralement, ça fait quand même ça génère quand même pas mal de trafic. Donc, il y a vraiment eu en fait une com qui a été assez, au final assez globale. Il y a eu des RP, des influenceurs, du social, du paid, enfin voilà, il y a eu un peu de tout. Et ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour qu'il y ait des sources de trafic, quoi. Ce qui explique ces pics aussi qu'on a vu tout à l'heure. Après, on a aussi, je te coupe juste Nicolas, mais on a aussi collé à l'actualité, entre guillemets, et notamment à l'actualité des producteurs. Je m'explique. Par exemple, avril-mai, c'est que quelques semaines en avril-mai, c'est la récolte en fait des fraises et des asperges. Et donc les producteurs nous ont clairement dit, si on n'est pas aidé et si on n'est pas mis en valeur auprès sur la plateforme, en fait, justement, on ne peut rien vendre. Et donc, on a créé des communications particulières et vraiment liées à ces moments-là, avec, par exemple, une communication sur la fraise, une communication sur l'asperge pour aider les producteurs. Et d'ailleurs, beaucoup de producteurs nous ont indiqué qu'ils avaient réussi à vendre l'intégralité de leur récolte grâce à ça. Ensuite, on a eu Pâques, et là aussi, c'est pareil.
c'est le moment de l'agneau, c'est le moment des chocolats. Et là aussi, les interpros nous ont demandé est-ce qu'on peut avoir une mise en valeur là-dessus. Et donc, nous aussi, on a adapté la communication à ça. Et en fait, on a essayé outre d'avoir ce fil rouge de vous retrouver les producteurs, les commerçants et les restaurateurs locaux sur cette plateforme, on a aussi donné un côté, entre guillemets, événementiel à cette plateforme-là, en suivant l'actualité, en fait, les marronniers, si on peut dire, alimentaires. Oui, à la base, c'était quand même effectivement un enjeu, c'était de répondre avant tout quand même aux besoins d'une filière qui était qui est toujours un petit peu en danger, quoi. Donc, effectivement, tout collé à cette actualité-là. Ce qui explique que la plateforme existe encore et qu'elle a évolué derrière en passant de Solidarité Occitanie Alimentation, puisque c'était le premier nom, à Tous Occitanien derrière. Mais peut-être que tu en viendras après, Nicolas. Ouais, c'était effectivement la conclusion, c'était de se dire que, enfin, la conclusion, c'était l'ouverture, c'est de se dire que, en fait, effectivement, on a bénéficié quand même toute une vague qui était très liée à l'actualité, en fait, qui a généré beaucoup de trafic. On répondait à un besoin très précis, à un instant T, etc., pendant le confinement. Et après, on a eu besoin de aussi donner du sens et de la pertinence à tout ça en dehors du confinement, en sachant qu'à l'époque, enfin, c'était l'été, donc on pensait que c'était fini, quoi. Et voilà, on était parti dans une autre histoire. On n'avait pas vu arriver le deuxième confinement et j'espère pas le troisième. Et donc effectivement, il y a eu une marque, on va dire, qui a été apposée, qui était liée en fait au concept de communication de la marque de la région et de Sud-de-France, qui est Tous Occitariens, avec la volonté voilà, de s'adresser directement au consommateur et de l'encourager à adopter le régime alimentaire local, comme il pourrait être végétarien, végétalien, etc. Là, l'idée, c'était de le transformer pendant l'été en occitarien. Et c'est pour ça, effectivement, que la plateforme, à date, est habillée, on va dire, de cette façon. Voilà. L'idée, c'était d'arriver en sortie de confinement, continuer à lui donner un message, lui donner une interface avec un message clair, puisqu'on n'était plus tout à fait, en fait, dans le message contextuel de la solidarité liée à la livraison et aux producteurs. Alors là, on basculait, en fait, dans une autre histoire. Bon, il s'avère qu'au final, le contexte n'a pas tant changé, mais ça, à l'époque, on le savait pas. Et donc voilà, Tous Occitariens et tousoccitarien.fr qui donc est porté par Sud-de-France et la région pour encourager les citoyens à adopter un régime alimentaire local. Voilà, et donc la conclusion, c'était donc bon, la plateforme du coup continue à vivre. Vous pouvez aller dessus. Il y a des producteurs qui s'inscrivent tout le temps. Il y en a d'autres qui se désinscrivent aussi parce qu'ils n'en ont plus forcément le besoin. Il y a du trafic régulièrement. Alors, ce qu'on a observé, mais ça, on en refera un autre retour d'expérience, c'est que l'autre confinement a généré du coup de nouveau du push de la part de la région et donc du trafic. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très lié quand même au contexte. C'est pas nécessairement une consommation fil rouge tout au long de l'année. C'est quand même très lié au contexte et à quel moment est-ce que le sujet du circuit court prend sa place et à quel moment il le prend un peu moins, quoi. Mais en tout cas, voilà, pendant le lancement du projet et sur la phase initiale du premier confinement, voilà, on a insisté, on a appuyé sur ces 4 clés qui sont concrètement voilà, vraiment, c'est les 4 clés sur lesquelles le projet a marché. C'est une méthode qui nous a permis d'aller vite et de bien travailler main dans la main. C'est le bon time to market. On l'a lancé au bon moment, comme il fallait. Une structure technique agile. Et communiquer pour que les gens soient au courant, qu'ils y aillent et qu'ils l'utilisent, quoi. Voilà pour moi. S'il y a des questions, on est dispo. Il n'y en a pas sur le chat, en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez de Nicolas, Ludovic, Jérémy. Je vois qu'Edouard Lecomte était parmi nous, je ne sais pas s'il l'est encore.
Edouard qui travaille à la région avec moi, qui travaille à la direction de l'agriculture. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle avec ça, puisqu'en fait, en décembre, tous les ans, à Toulouse, a lieu Régal. Donc, c'est en gros le salon de l'agriculture en mode Occitanie, avec l'ensemble des filières représentées, l'ensemble des professions, une petite ferme voilà, au parc des Expos de Toulouse. Un gros événement pour la région et gros événement pour les producteurs. Et du coup, là, on était, au vu du contexte, du confinement, etc., on a justement utilisé Tous Occitariens pour permettre aux producteurs présents normalement à Régal d'être valorisés sur la plateforme. Et donc, on a créé une autre évolution de Tous Occitariens, si on peut dire une évolution événementielle, entre guillemets, avec une page dédiée pour Régal, une communication dédiée à Régal là-dessus et une carte préfiltrée avec l'intégralité des producteurs qui le souhaitaient, qui sont présents à Régal tous les ans, mais qui là ne l'étaient pas, du coup, mise en valeur sur cette carte. Et on a eu comme retour que ça n'avait peut-être pas augmenté les ventes par rapport à, parce qu'en fait, ça reste quand même un marché, donc il faut bien qu'ils vendent. Par contre, ils étaient tous conscients de l'effort et de la communication faite, et donc de ce côté notoriété que pouvait apporter la plateforme. Voilà, c'était un autre retour d'expérience qui a été du coup il y a 1 mois et demi. Donc, je ne sais pas s'il est toujours là, mais en tout cas. Je crois qu'Emma a une question. Oui. En fait, tu as levé la main. Il y a Mathilde, ma collègue, qui m'a rejoint. Donc, en tant qu'agence spécialisée réseaux sociaux, notre petite question, c'était forcément sur les influenceurs. Savoir un petit peu quelle a été la stratégie, puisqu'on imagine que c'est de l'influence locale. Donc, comment vous les avez choisis? Enfin, peut-être pas tous les détails, mais dans les grandes lignes, comment ça a été fait, ces 22 influenceurs, si c'est ça? Alors, on a déjà des contacts avec des influenceurs via Sud de France, des rencontres avec des producteurs, des contacts avec eux pour leur faire tester des produits, etc. et la mise en valeur de la marque. Et donc, on s'est appuyé dans un premier temps sur ce socle-là qu'on avait déjà, on va dire, sensibilisé à la cause locale. Et ensuite, en fait, il y a eu, je sais que moi, par exemple, sur les réseaux sociaux Sud de France, plusieurs m'ont demandé s'ils pouvaient avoir les visuels pour reposter aussi, parce que ça les intéressait, parce que ils sont venus vers vous, certains. Il y en a certains qui sont venus vers nous, et ensuite chez Wonderful, il y a une structure dédiée comment dire, à contact influenceur, et on s'est appuyé aussi sur Anouk, donc du coup la personne qui s'occupe de ça chez Wonderful, pour nous proposer des influenceurs avec qui ils sont en contact, qui collent à la cible qu'on veut. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est quand même d'avoir une sensibilité locale et une sensibilité à l'alimentation, évidemment, mais aussi aux produits locaux. L'idée, c'est pas de dire c'est bon les burgers, quoi, entre guillemets. Voilà, donc on s'est appuyé là-dessus et ça a bien fonctionné puisque en fait on a pu faire plusieurs opérations de com avec ces influenceurs, que ce soit lors du lancement du projet ou comme je l'ai indiqué tout à l'heure, lors de différents temps forts comme notamment le Pâques. Ouais. Je réponds à ta question, Emma. Oui. Parfait, merci. Merci Ludovic. On a une question de la part d'Amandine. Alors oui, bonjour, je vais activer ma vidéo, comme ça ce sera plus sympa. Je me présente rapidement, moi je travaillais pour Brico Privé jusqu'à la fin de l'année et là je lance ma propre structure de conseil en marketing digital. J'avais une question plus sur le projet en lui-même. C'est quoi la suite, l'ambition du projet Tous Occitariens et les grosses features à venir, quoi, les gros développements? Et puis la deuxième, c'est plus sur le niveau de satisfaction du consommateur final. Comment est-ce qu'on s'assure que la plateforme, elle répond vraiment aux
aux besoins de l'utilisateur et qu'il a trouvé ou non ce qu'il cherchait. Parce que vous disiez que vous aviez une récurrence qui n'était pas énorme parce que les gens potentiellement trouvaient leurs chaussures à leurs pieds quelque part. Comment est-ce qu'on s'assure de ça, en fait, sur cette interface? Alors, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire, et on s'en est rendu compte qu'après, c'est qu'on aurait dû mettre sur le site, en fait, sur le site, il y a une carte, donc je clique sur le point dans le producteur et j'ai accès à sa petite fiche, etc. Et à l'époque, il y avait un bouton pour contacter le producteur. Et à l'époque, ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, c'était traquer les clics sur les boutons, en l'occurrence, ou même traquer l'ouverture des pop-in producteurs pour voir si les gens qui allaient dessus allaient vraiment trouver et cliquer sur un producteur. À l'époque, on ne l'a pas fait et du coup, on n'avait pas effectivement cette donnée de savoir est-ce que la personne elle a vraiment cliqué et accédé à une information. Et du coup, on s'est intéressé à d'autres sources d'infos. Et c'est là où c'était intéressant parce que du coup, c'était des sources plus qualitatives en fait que quanti. La première chose, c'est que c'est quand même une filière très structurée avec des représentants, donc avec beaucoup de circulation de l'information. Et en fait, on avait beaucoup de retours de la part à cette époque-là, de la part des producteurs sur le fait qu'ils avaient de la demande, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui les appelaient. Et c'était quand même l'objectif premier. L'autre point, c'était donc il y avait déjà il y avait de la part de la filière, il y avait pas mal de retours. Donc c'était positif. Il y a eu d'autres sources, c'est qu'il y avait alors ça pareil, c'était pas prévu, mais il y a tout d'un coup une place importante de ce qu'on peut appeler un service utilisateur. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens en fait soit des producteurs, soit des citoyens qui envoyaient des mails via la plateforme pour plein de choses. C'est-à-dire il n'y a personne autour de chez moi, ou à l'inverse. Et c'est là où j'allais en venir, c'est qu'il y a pas mal de producteurs qui nous ont contactés rapidement après leur inscription pour nous dire désinscrivez-moi parce que en fait, je reçois des appels constamment, quoi. D'accord. Et ça, on en a eu quelques-uns. Il faut savoir, et ça, c'est un vrai sujet aussi qu'on a rencontré, c'est on est quand même sur un public sur lequel l'aisance sur les outils, elle est quand même pas tout le temps, elle est pas tout le temps présente, quoi. Et donc le service utilisateur qui au final s'est créé de manière empirique, il était vraiment important parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils n'arrivaient pas, alors que c'est relativement simple de mes yeux à moi, ils n'arrivaient pas forcément à s'inscrire, à se désinscrire, ils ne comprenaient pas. Enfin, donc il y a eu vraiment des relations qui se sont créées très one-to-one. Et en fait, voilà, on a eu pas mal de messages pour nous dire non, mais. Et au tout début, d'ailleurs, moi, au tout début, on voulait embaser un maximum de producteurs pour qu'il y ait une offre et que du coup, ça soit intéressant. Et donc, au tout début, on avait proposé à des startups de nous prêter, on va dire, leur base de données en respect avec la RGPD. Et il y avait une startup à Montpellier qui s'appelle Freshy qui nous avait donné une trentaine de lignes de gens qui étaient OK pour s'inscrire. Et en fait, le lendemain, on les a mis dans la base de données. Et le lendemain, le contact de chez Freshy m'a appelé et m'a dit tu m'enlèves tout le monde. Parce qu'en fait, tous mes commerçants partenaires, ils sont en train de péter un câble parce qu'ils ont des appels constamment. Et en fait, c'est comme ça en réalité. Et après, il y a eu la troisième source, pour finir, c'est sur les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des réactions. Alors parfois, c'était il manque ci, il manque ça. Et parfois, c'était cool, merci. Enfin voilà, des choses plutôt positives. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on a réussi à avoir une idée de l'utilité. Mais on n'a pas de données très précises sur le fait que 70% ont trouvé ce qu'ils voulaient. Pour revenir sur le principe là, de ce qu'indiquait Nicolas sur les réseaux sociaux, on a été très très vigilant sur les commentaires, notamment au tout début. Parce que techniquement, parfois ça ne fonctionnait pas, parce que ça ne répondait pas à des besoins, parce que voilà, il y avait évidemment, ça a été lancé très vite, donc il y a toujours des anicroches, mais en tout cas, on a été très vigilant là-dessus. Et ce qu'on a vu également, au fur et à mesure de l'évolution de la plateforme et des différentes communications, c'est que les différents citoyens se répondaient en disant je cherche des tomates à
je sais pas moi, dans Lot, et quelqu'un répondait à ce commentaire en disant oui, il y a tel producteur, tu verras à tel endroit, etc. Et du coup, ça a créé une vraie, en fait, une espèce de vrai engouement et de mise en valeur des producteurs, outre sur la plateforme, également sur les commentaires liés au com de la plateforme. Après, nous, l'objectif de cette plateforme, c'était évidemment de donner des débouchés supplémentaires aux producteurs et une possibilité aux citoyens de pouvoir consommer local. Mais comment dire, on n'a pas de données réellement quantitatives sur les ventes, puisque c'est vraiment une plateforme de mise en relation et pas de vente. Ça sera d'ailleurs peut-être, puisque c'était une de vos premières questions, c'est d'ailleurs une des évolutions auxquelles on pense, c'est de créer une vraie marketplace. Mais comment dire, il y a beaucoup de freins là-dessus, puisque on est une collectivité, on n'est pas une structure privée, et donc créer une marketplace pour une collectivité, c'est très complexe. Déjà, ça l'est pour une structure privée, mais pour une collectivité, il y a d'autant plus d'enjeux. Donc, c'est une des évolutions possibles là-dessus. Après, on va continuer à utiliser la plateforme comme landing page pour quasiment toutes nos communications liées à l'alimentation. La prochaine campagne Sud de France, qui devrait débuter dans quelques semaines, redirigera vers Tous Occitanien. Donc voilà, c'est en fait une plateforme qui a vocation à évoluer au fur et à mesure des communications qui sont déployées, au fur et à mesure des demandes aussi des filières. Et c'est un objectif ultime, entre guillemets, c'est de créer une marketplace avec l'intégralité des producteurs d'Occitanie qui souhaitent être présents. Mais ce ne sera pas, à mon avis, dans les mois, dans les mois qui arrivent, en tout cas. C'est un travail qui est très complexe, mais c'est en tout cas un des objectifs. D'accord. Bon, c'est sûr que le côté marketplace, je trouve que c'est intéressant, que ça permettra aussi d'avoir un vrai lien avec le stock ou justement l'absence de stock que vous avez dû gérer chez certains commerçants. Et alors, c'est sûr que les pas à franchir pour digitaliser tout ce monde-là et gérer des stocks en temps réel, il est certain, mais le projet est sympa, oui. En tout cas, c'est voilà, que ce soit une marketplace, que Tous Occidariens devienne une marketplace ou que Tous Occidariens soit, comment dire, une page pivot pour renvoyer sur une marketplace, c'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir. Ouais. Ok, bon, merci pour ces réponses. Il reste des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Tout le monde a faim. C'est peut-être ça. Bon, on dirait que c'est bon. Ah, alors, non, tout était clair, merci. C'était le petit message, j'ai cru que c'était une question. Mais il me reste à remercier nos intervenants du jour, Jérémy, Ludovic, Nicolas. Merci pour vos interventions respectives. C'était très, très intéressant. On a passé un super moment et on a appris plein de choses. Je vous rappelle juste que le prochain atelier de la Factory Market.com aura lieu le 19 février prochain et sera placé sous la thématique de la green communication. L'idée, c'est de voir tous ensemble comment on peut communiquer de manière plus responsable en 2021. Je vous souhaite un bon appétit, vous remercie de tous nous avoir rejoints et on se voit très bientôt sur un prochain atelier.